Bien, il est 11h, Il n'est pas exactement 11h, on va être précis. mais on va quand même commencer. Ou on se laisse encore 30 secondes. Allez, 11h. Il est 11h, ça y est. Alors je vous dis 11h. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur les secrets des machines de conquête commerciale. C'est un sujet vaste qui devrait nous normalement durer à peu près 30 minutes, qui comme d'habitude sera suivi d'une session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser durant le webinaire, simplement parce que si les questions viennent à la fin, on sera dans l'obligation d'arrêter la transmission faute de questions. Donc vous avez des questions, posez-les tout de suite. Les slides ne sont pas encore téléchargeables. Elles seront normalement téléchargeables ce soir ou demain, en même temps à peu près que le replay sera visionnable. On va peut-être se présenter quand même, c'est plus poli. Je m'appelle Quentin. Je travaille chez Ecosystem en tant que consultant en stratégie de conquête commerciale. Ça tombe bien, alors c'est parfaitement le sujet surtout. Et je suis accompagné de Nicolas. Bonjour. Nicolas qui est cofondateur d'Ecosystem, qui est surtout l'auteur d'un livre qui s'appelle Les secrets des machines de guerre commerciale, je crois. J'espère que tu l'as lu. Absolument, voilà. C'est partie de ma formation. Donc il connaît plutôt bien ce sujet. Ce qu'on veut dire en fait par le côté livre, c'est pas pour faire de la pub forcément pour Nicolas, c'est que c'est un sujet qui est assez vaste. Donc on a beaucoup de choses à dire, on a essayé d'être assez synthétique et forcément on n'aura pas le temps de tout aborder. Donc si vous avez des questions sur les sujets qui n'ont pas été abordés, posez-les aussi. Et de quoi est-ce qu'on va parler durant ce webinaire justement ? Oui c'est ça, mais effectivement on aurait pu en faire un livre probablement. Donc c'est vraiment, on va essayer de se focaliser sur les modèles d'organisation. On a souvent la question, est-ce que j'ai des commerciaux terrain, est-ce que je dois passer à des commerciaux sédentaires, est-ce que je dois faire de l'indirect, enfin c'est des questions que tu rencontres régulièrement et donc c'était vraiment d'essayer de faire 30 minutes sur, c'est pas si simple de choisir un modèle et comment ça fonctionne, et l'objectif c'est vraiment est-ce qu'il faut faire de la croissance, et pour faire de la croissance quel modèle d'organisation il faut. Voilà. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais passer un peu rapidement la façon dont ça a été structuré. D'abord on va parler effectivement de la croissance et de ses ingrédients, et on va intégrer surtout la notion de prévisibilité, le fait d'avoir un cycle de vente qui est entre guillemets mécanique, en tout cas où il y a un process et on sait effectivement les enchaînements, les conversions, etc. Et puis on va voir, alors on a une super étude, on s'est beaucoup basé sur deux études, une de McKinsey récente et dans les ingrédients de la croissance, et une autre de Pacific Crest, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, qui est très très intéressante. Ils ont analysé les entreprises de croissance, quel que soit leur métier d'ailleurs. Voilà. Et donc on verra les différents modèles d'organisation commerciale. Voilà. J'ai du terrain, j'ai du sédentaire, donc inside au téléphone ou à distance. Il y a plusieurs types de cas où je fais purement de l'acquisition sur internet en mode freemium ou autre, et donc on va voir un peu ce qui fonctionne le mieux, et puis ensuite on va les critiquer, les modèles, essayer de comprendre quelles sont les limites. On va intégrer la notion de coût d'acquisition. Alors on va essayer de pas être trop technique, mais à un moment c'est quand même un sujet qui est malheureusement pas si simple. Et ensuite on prendra un cas concret. Alors on va prendre plein d'exemples concrets au-delà des statistiques, d'exemples d'entreprises, etc. Et puis on prendra à la fin notre propre exemple, parce que c'est très bien de faire de la théorie, mais à un moment, je pense que ce qui est au-delà de la théorie, c'est on a fait de la théorie parce qu'on devait appliquer quelque chose aussi chez nous. Et donc on prendra aussi cet exemple-là un peu rapidement de comment on s'est organisé. Croissance ou prévisibilité ? En fait, ce qu'on entend par là, c'est que quand on parle de croissance, immédiatement, on sous-entend chiffre d'affaires, on sous-entend contrat, etc. C'est pas forcément une bonne façon de penser, entre guillemets, un bon raisonnement. Ça peut avoir ses limites, dans ce sens où le monde du B2B peut être assez cruel. On a tous en tête des exemples de startups qui sont coulées aussi vite qu'elles sont montées, simplement parce que la croissance a peut-être été trop mise en valeur au-delà du côté prévisible. On a quelques exemples en fait pour illustrer ça. C'est le colosse au pied d'argile en fait. Ça peut être ça. Okay. D'ailleurs le fond c'est poker, mais en fait l'objectif c'est justement de ne pas jouer au poker, je pense. C'est ça. C'est une contre-information. C'est antinomique. Mais donc l'exemple d'Atos, qui est effectivement un mastodonte du CAC 40,
fleuron de l'entreprise française. Le problème, c'est qu'Atos, en 2006, a connu une année qui était peut-être pas si fantastique que ça, et cette année 2006, c'est vraiment la hantise de tous les PDG, en fait. Le résultat d'exploitation qui s'écroule, avec toutes les conséquences qu'on peut connaître. Atos a beaucoup fonctionné en fait par rachat, par fusion-acquisition dans les années 90 en mettant vraiment l'accent sur la croissance, et de rendre cette croissance pas forcément prévisible a forcément eu des effets à un moment ou à un autre extrêmement néfastes. Et on voit vraiment, il y a 5 années où il n'y a plus aucune croissance, quoi. C'est ça. Et après ça redémarre et puis ça rechute. Bon, ok. C'est la limite. Un autre exemple ? C'est pas forcément pour être sadique, l'exemple d'Alcatel-Lucent qui connaît en ce moment, je crois, son énième plan de licenciement, etc. C'est pareil, en fait, on met trop l'accent sur la croissance, on oublie peut-être de bien huiler la mécanique et de pouvoir prédire d'où viendra cette croissance, et plus tard, forcément, on n'est pas à l'abri des déconvenus. Un exemple d'une entreprise qu'on ne va pas nommer, parce que de ce qu'on comprend, le PDG est avec nous aujourd'hui, donc on le salue, s'il se reconnaît. Sur le chiffre d'affaires trimestriel d'une entreprise dans le B2B, c'est assez cauchemardesque en fait, cette vision où il n'y a aucun rapport entre le chiffre d'affaires généré par trimestre, on n'arrive pas à dresser de corrélation particulière entre le chiffre d'affaires dans le temps. C'est un modèle de croissance qu'on peut appliquer, c'est surtout un modèle en fait d'insomnie. Quand on est PDG et qu'on a des résultats comme ça dans son entreprise, je ne suis pas sûr qu'on ait le sommeil très profond la nuit en fait. Ce qu'on veut dire par là en fait, au-delà effectivement de montrer des entreprises qui n'arrivent pas forcément à bien structurer leur croissance, c'est qu'il y a un côté qu'on oublie un peu, c'est le côté prévisible, prédictible, ce que les Anglais appelaient le scaler sa croissance en fait, véritablement. On a une citation qu'on adore pour l'illustrer, qui vient de David Rudnitsky. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'homme derrière la croissance de Salesforce, donc l'équivalent Facebook dans le B2B. C'est lui qui a monté en fait la machine d'acquisition de Salesforce, et la citation est tellement importante on la juge tellement importante que je vais la lire avec vous. Un gros deal imprévu, comme toute bonne surprise, est toujours une mauvaise nouvelle. Ce qu'on sous-entend par là, c'est que on a signé un contrat, ce qui n'était pas prévu, c'est une bonne surprise, on est tous contents, on sable le champagne, pourquoi pas. Simplement, comme on ne peut pas expliquer cette bonne nouvelle, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas prévoir et non plus expliquer les prochains échecs. Et si on ajoute à ça en plus une dose de loi de Murphy, on peut penser que les échecs seront plus fréquents et plus impactants que les bonnes surprises, et donc, encore une fois, les déconvenues seront certaines et extrêmement graves. Donc, prédire est peut-être plus important que des bons résultats qui seront quasiment miraculeux et assez sporadiques. C'est souvent les PDG, effectivement, avec l'expérience et en ayant vécu beaucoup d'échecs, c'est aussi une preuve de maturité de dire ok, super deal, pas prévu, mauvaise nouvelle. Ouais. Pas facile à envisager. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, en fait, plutôt que d'aller chercher de la croissance directement, il vaut mieux aller chercher d'abord de la prévisibilité. Une fois qu'on a une mécanique, la mécanique, le process, les taux de conversion, enfin tout ce qu'on va essayer d'expliquer, mais une fois qu'on a une bonne mécanique, c'est facile de faire de la croissance, parce qu'on sait où est-ce qu'il faut appuyer, où est-ce qu'il faut aller mettre de l'argent, etc. pour aller, est-ce que je dois investir dans le marketing, est-ce que je dois investir dans mes commerciaux, etc. Donc c'est avant tout la prévisibilité. Et donc on va revenir juste au cœur du sujet sur la croissance. Il est bien ce Gandalf. C'est les ingrédients de la croissance. On peut se poser plein de questions et tout le monde a son idée sur comment on fait de la croissance. En fait, c'est pas toujours simple. Il nous faut des études et des données pour essayer de répondre à ça. Est-ce qu'on fait plus de croissance quand on attaque des PME ou quand on attaque des grands comptes ? Est-ce qu'on fait plus de croissance de manière générale quand on fait un modèle sur Internet ou quand on fait un modèle avec des commerciaux sédentaires ? Est-ce qu'on fait plus de croissance quand on vend un produit qui est cher, qui vaut 10, 20, 30 000 euros, ou avec un produit à 500 euros ? Et donc on va essayer d'y répondre. Donc c'est une étude qui est sortie très récemment, qui analyse justement 400-500 entreprises qui font des plus belles croissances. Alors, pas les petites, on essaye d'enlever. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment entre 5 millions d'euros, 5-10 millions d'euros et 100 millions d'euros, quoi. C'est surtout une zone de chaos de manière générale, et c'est là que ça va être très intéressant de comprendre, parce qu'à la limite, monter une entreprise qui monte à 5 millions d'euros, c'est pas... Ce qui est compliqué, c'est surtout derrière, et ce qui va demander effectivement d'avoir une croissance qui est soutenue.
Voilà. Et donc, ils ont pris ces entreprises-là. Donc, en moyenne, ce sont les entreprises qui font 40%, 45% de croissance sur l'ensemble du panel et qui vendent alors différentes solutions à différents prix. De manière générale, on est autour de 20 000 euros, je crois, en moyenne. Peut-être le premier graphe, l'argent, c'est important l'argent. C'est toujours important l'argent. Voilà. Donc c'est le premier graphe que tu voulais nous présenter, c'était la croissance selon le prix de vente. Prix de vente. Le graphique est assez clair, il n'y a pas vraiment en fait de corrélation entre le prix de vente et le taux de croissance de l'entreprise. On peut avoir une croissance stable et soutenue en vendant des petits paniers moyens et le même niveau de croissance en vendant effectivement des beaucoup plus gros paniers moyens, plus de 100 000, plus de 250 000 euros en moyenne chaque année. Il n'y a pas vraiment en fait de lien direct entre votre panier moyen et le taux de croissance que vous pourrez en tirer, du moins d'après cette étude. Alors panier moyen, ici, je précise, parce qu'on va souvent parler de ACV. C'est un acronyme anglais. C'est pas... Le panier moyen, c'est le panier moyen quand j'acquiers le client. C'est-à-dire, est-ce que quand j'acquiers un client, la première année, en général, je vais lui vendre, alors que je vende du service, du logiciel, du produit, etc. Est-ce que c'est un chèque de 10 000, 20 000, 30 000 euros que je vais lui demander? Évidemment, du coup, c'est pas du tout le même process de vente. Voilà. Donc la deuxième question serait, est-ce que selon si j'attaque des PME ou des petites entreprises ou des grandes entreprises, est-ce que je fais plus de croissance? L'étude est assez claire aussi là-dessus, hein, si on regarde les taux de croissance, qu'on attaque du grand compte ETI, de la PME ou de la TPE. Sur ce panel d'entreprises de croissance, pour finir, ça ne change, il n'y a pas d'impact. Okay. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, c'est-à-dire que déjà on sait que effectivement que j'attaque du grand compte ou de la TPE et que je vende un produit à 5 000 euros ou à 50 000 euros, ma capacité à faire de la croissance est la même. Pas d'excuse. Pas d'excuse. On continue. Là en fait c'est le taux de croissance en fonction selon les investissements qui ont été réalisés au département marketing ou vente. Donc en fait c'est votre pourcentage de croissance selon justement les investissements que vous avez réalisés pour obtenir cette croissance. Il y a une moyenne en fait, il y a clairement une médiane qui s'établit aux alentours de 40-45%. La moyenne n'est pas trop ce qui nous intéresse ici en fait, c'est surtout en fait de voir qu'il y a une asymptote. Il y a une certaine limite au-delà duquel investir plus dans le marketing et dans les ventes ne garantit pas et même n'a pas forcément d'impact tout court sur le taux de croissance que vous pourrez tirer en fait. C'est-à-dire que si vous arrivez à 50% d'investissement en marketing et en vente selon vos chiffres d'affaires, vous passez à 60%, vous obtiendrez grosso modo le même taux de croissance derrière. Donc c'est même peut-être contre-productif que d'investir à ce niveau-là. Voilà. Pour ceux qui pourraient se poser des questions, effectivement, quand on parle de quel est le pourcentage de chiffre d'affaires, il faut plus considérer le pourcentage de la marge brute. Parce qu'évidemment, si vous faites du logiciel, c'est votre marge brute, puisque les salaires sont après, elle est très élevée. Maintenant, si vous revendez un produit, votre marge brute est peut-être plus faible. Donc c'est vraiment quelle est la partie, j'ai envie de faire simple, la partie du cash flow en fait, qu'on investit en sales et marketing. Donc voilà, on est à peu près à 45%. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra redescendre dans le détail, parce qu'il y a d'autres graphes, on n'est pas descendu. Et en général, mais ça dépend de quelques facteurs, mais on est aux alentours de, sur la somme qu'on va dépenser en marketing-vente, on est aux alentours de 30-70. 30% en marketing, 70% en vente. Évidemment, si vous faites que des ventes sur Internet, évidemment, vous allez dépenser que en marketing. Mais sinon voilà, donc ça donne comme un indicateur. Donc il y a quand même un élément, l'étude de McKinsey précisait aussi, puisqu'elle faisait une relation très claire entre les dépenses en outils pour le marketing et pour les ventes et l'impact très clair que ça avait aussi sur la croissance de l'entreprise. Voilà, super précis. Ok. Alors là, on rentre dans les modèles d'organisation. Voilà. Donc cette étude de Pacific Crest de cette année, elle distingue 4 grands types de moyens de distribution ou modèles d'organisation commerciale. On rentrera un peu plus dans le détail après. Le premier, c'est les ventes sur Internet. Classique, il n'y a pas de commerciaux. Hein. On a toutes les tactiques marketing pour aller convertir un visiteur en client. Voilà. Ensuite, on a toute la partie des commerciaux sédentaires
Donc je reviendrai un peu là-dessus, la différence entre les sédentaires et les terrains. Évidemment, il y en a un qui reste au bureau, mais jusque-là, on n'a pas dit grand-chose. Et puis, à la fin, vous avez le réseau indirect. Donc, à part, effectivement, le fait d'utiliser du channel, un réseau indirect, de partenaires, des alliances, etc., pour faire de la vente, à part ça, on ne peut pas dire en soi qu'un modèle d'organisation commerciale a une influence sur la croissance. Et donc la question, c'est toujours se dire, ok, mais alors c'est super, donc vous venez de me mettre 3 graphes et à part les investissements, vous me dites qu'il n'y a pas d'impact sur la croissance. Quentin, vous êtes très sympa, mais alors du coup, qu'est-ce que je choisis? Comment je choisis? Votre modèle, en fait, il dépend principalement d'une chose, c'est de la valeur du contrat. C'est-à-dire en fait, de votre panier moyen. Effectivement, un petit panier moyen sur typiquement des solutions dont le coût est inférieur à 1 000 € par an, on privilégiera un modèle type freemium, internet, où le prospect vient lui-même acheter votre solution sans réelle interaction avec un commercial. L'extrême opposé, c'est bien sûr les énormes paniers moyens. Donc forcément un panier moyen, un gros chiffre d'affaires à aller chercher, veut dire un cycle de vente qui sera complexe et long, avec beaucoup d'interlocuteurs avec lesquels échanger, plusieurs décisionnaires à les rencontrer. Et là, effectivement, le commercial terrain, avec son réseau, etc., sera beaucoup plus adapté à ce panier moyen. L'organisation commercial terrain sera plus adaptée. Entre les deux, donc sur les paniers moyens intermédiaires, on voit quand même la prépondérance d'un modèle qui est celle du commercial sédentaire, donc effectivement qui réalise les rendez-vous depuis son bureau. C'est effectivement généralement le meilleur moyen d'arriver à avoir ce bon équilibre entre le nombre de prospects qu'on va toucher et le volume moyen des ventes qu'on va réaliser sur ces différents comptes. Je sais que ça peut soulever pas mal de questions, donc n'hésitez pas justement à les poser maintenant. On filtrera si on a répondu à la question. Mais posez-les au fur et à mesure. Donc sous la vidéo, vous avez un système où vous pouvez poser les questions et puis ça nous permettra de filtrer et d'enchaîner juste derrière. Parce que ces graphiques, il faut le dire, ils sont quand même un peu complexes. Donc effectivement, on voit bien que plus on vend cher. En même temps, on enfonce une porte ouverte aussi. C'est sûr, c'est que votre modèle, il dépend principalement de votre panier moyen et donc aussi et surtout de la complexité de votre cycle de vente. On a d'ailleurs quelques exemples pour illustrer ça. Ouais, on va rentrer dans le détail. Ouais, tout à fait. Alors, on va regarder le modèle Internet. Le modèle Internet en B2B, on reste dans le domaine du B2B. L'exemple que tout le monde cite quand on fait du growth hacking, en tout cas quand on essaie de faire de la croissance en B2B, c'est toujours Dropbox. Fatalement, puisque l'entreprise va entrer en bourse et elle vient d'annoncer qu'elle faisait $1 milliard de chiffre d'affaires. Donc évidemment, c'est un bon exemple. Donc Dropbox, ici j'ai reconstitué l'évolution du chiffre d'affaires. Donc on voit de 2010, alors c'est fulgurant, c'est vraiment fulgurant de 2010 à aujourd'hui. Et j'ai surligné en gris la partie qui est purement Internet. C'est-à-dire ce qu'on analyse en réalité, c'est juste de 2010 à 2012. Quand on regarde en fait ce qui s'est passé derrière dans l'entreprise, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à partir de 2012, on commençait à sortir les solutions des pros, business, etc. Et ils ont créé l'équipe commerciale en 2012. Voilà, ils ont commencé à embaucher des commerciaux. On se rend compte que ça va très vite. En 2014, ils sont déjà une centaine de commerciaux sédentaires. Lancement de Dropbox Entreprise. Aujourd'hui, on a regardé hier, effectivement, avec Jérémy, ils sont 600 commerciaux. Donc Dropbox, c'est presque le mauvais exemple. C'est-à-dire que non, c'était un exemple fulgurant de croissance sur Internet, mais on se rend compte qu'en réalité, ça ne les aurait pas amenés au-delà de 200 millions. Et j'ai même envie de dire, ce qui m'intéresse, c'est les orientations des courbes. C'est-à-dire que la courbe là, la première partie de la courbe, j'arrive pas à montrer, mais la première partie de la courbe, on voit qu'elle ne les aurait jamais amenés à 1 milliard. Et donc il y a bien un moment, et on voit ça avec la plupart des entreprises qui sont montées sur Internet, c'est qu'il y a un moment en fait, il faut aller chercher des plus gros contrats, et donc on va monter des équipes commerciales. Voilà. L'exemple dans le B2B qui est le plus probant, dont tout le monde parle, c'est effectivement Salesforce. Marc Benioff, le fondateur de Salesforce, ici. C'est le modèle sédentaire en fait. Sédentaire, il y a ce que les Anglais appellent le format inside sales.
Il y a deux types en fait d'organisation de commerce sédentaire. Une avec des commerciaux, donc toujours effectivement sédentaires, mais qui vont s'occuper de tout. Donc de tout, on entend surtout prospection et closing. C'est-à-dire on trouve le prospect, on qualifie et derrière on l'amène à la signature. Et le format qui est utilisé d'ailleurs, petite d'information chez Écosystème, on y viendra juste après, qui est la segmentation en fait entre le commercial sédentaire qui va prospecter, qui va qualifier un projet, et derrière le commercial sédentaire toujours, mais qui va cette fois se charger du closing. Donc Salesforce a été un des plus grands théoriciens en fait de cette organisation. Et on peut voir sur les graphes en fait là où c'est assez important, c'est que l'organisation l'a amené entre guillemets à avoir une croissance qui était impressionnante et surtout très prévisible, évidemment, mais quand Salesforce a voulu en fait s'attaquer à des plus grands comptes, augmenter leur panier moyen sur certains deals, forcément ils se sont mis à engager des commerciaux terrain pour mettre encore un coup de fouet à leur croissance en fait. Le modèle de commerciaux sédentaires, le format Inside Sales n'est pas nécessairement une fin en soi. Si vous voulez derrière, encore une fois, aller chercher des plus gros contrats sur des plus grands comptes, le cycle de vente sera nécessairement plus complexe et donc le commercial terrain redeviendra prépondérant et intéressant. Typiquement d'ailleurs, pour donner quelques exemples, Salesforce fonctionne toujours avec des commerces sédentaires. Les commerces sédentaires chez Salesforce peuvent signer des paniers moyens jusqu'à 25 000, 50 000 euros je crois. Ouais, c'est ça. Et les plus grands comptes, les plus grands paniers moyens, c'est des commerces terrain. Ouais, il doit y avoir normalement, alors elle n'est pas théorique, mais il y a une limite de ce qu'on peut signer à distance, évidemment, et Salesforce l'illustre bien. Mais même chez ICO, ça nous est arrivé historiquement. Alors c'était à l'époque où on avait encore des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Mais ça nous est arrivé de signer, je crois, 200 000 euros comme ça en licence à distance. Voilà. Vous êtes moins rassurés quand même. Voilà. Mais c'est vraiment exceptionnel. De manière générale, voilà, au-delà de 25 000, en tout cas c'est l'exemple Salesforce qu'il a fait sur du volume, nous montre qu'effectivement il y a un moment il faut passer au commerce au terrain. On va avancer sur les autres modèles d'organisation. Alors encore une fois, le modèle indirect, on aurait pu faire 2 heures uniquement sur le modèle indirect. C'est souvent une stratégie qu'on déploie un peu tard, quand on passe de la start-up au scaling, à la scale-up. Quand on devient un peu plus gros, c'est c'est souvent utilisé comme relais de croissance. La bonne entreprise, enfin pour moi, ce qui me fait penser toujours au modèle indirect, c'est VMware. Parce que quand on a commencé à travailler avec VMware, ils nous ont dit nous, on a 800 partenaires en Europe. Et toute leur génération de leads, etc., se fait à travers, voilà. Très très belle entreprise, belle prévisibilité. Hein, regardez cette courbe, j'adore les belles courbes comme ça. C'est pas tant quelle est l'orientation de la courbe, enfin je veux dire quel est son angle, c'est surtout sa régularité. Voilà. Donc c'est un très bon exemple. Il y a beaucoup d'entreprises qui, à partir d'une certaine taille, je pense, je discutais il y a 2 jours sur Tableau Software, qui effectivement cherche un relais de croissance, a commencé à développer, et ça représente déjà 30% je crois de leur business, donc ça va très vite. SaaS Institute qui est passé aussi en modèle qui a commencé à lancer le modèle indirect, ça représente déjà 50% de leur business. Donc ça peut être de très très bons relais de croissance. On aurait pu passer beaucoup de temps sur le modèle indirect, donc je vais essayer d'aller vite. Évidemment, le modèle le plus commun qu'on rencontre le plus, c'est le modèle terrain. Alors, c'est le modèle traditionnel, évidemment. Il y a plusieurs types de commerce au terrain, on ne peut pas tout mélanger. On travaille avec La Poste, par exemple, qui ont des commerciaux qui doivent attaquer les mairies. Bon, évidemment, peu de choses qu'on puisse faire à distance, et ils vont aller effectivement faire des rendez-vous physiques, terrain, et donc même si on peut parfois séparer les personnes qui vont faire la prospection et la prise de rendez-vous et les personnes qui se déplacent en rendez-vous. Le commercial terrain, a priori, sa seule définition, c'est que c'est quelqu'un qui se déplace en rendez-vous. Voilà. Et là-dedans, on a tous les types d'exemples. Effectivement, aujourd'hui, il y a aussi le commando type porte-à-porte. Hein, c'est le modèle Xerox hein, en B2B. Je fais toutes les entreprises d'un immeuble, etc. Et les NG, Direct Energy, etc. vont aussi en ce moment travailler comme ça. Et puis vous avez le modèle, je voulais juste en parler parce qu'on n'en parle jamais en fait dans les études, c'est le modèle Rainmaker. Alors le modèle du Rainmaker, celui qui fait tomber la pluie, c'est généralement ce qu'on fait au tout début d'une entreprise, c'est le PDG qui vend. Voilà.
comme ça c'est très clair. Et il va faire travailler ses équipes. Et puis il y a des entreprises qui systématisent ça. Et parmi les entreprises qui systématisent le fait que, alors c'est plus le PDG, mais ça va être des associés ou des partenaires et qui généralisent ce type de modèle, on a bien sûr les Big Four, les sociétés d'audit. Ce graphique il est peut-être pas très beau dans sa forme, mais il est très beau dans son fond. Parce que même si vous... Alors là, on a Deloitte, Pricewaterhouse, KPMG, etc., Ernst. Et ce qui est magnifique dans ce graphe, c'est qu'au-delà de la crise de 2009, qui effectivement a touché tout le monde, si on commence à regarder entre 2010 et 2016, donc sur 6 ans, on a vu la régularité. Donc eux, ils sont vraiment sur un modèle, le partenaire génère du business. Alors ils se vendent eux, évidemment, mais personne n'est dupe, on sait très bien que c'est toutes les équipes qui travaillent derrière. Et la régularité du modèle est fabuleuse. On est sur des... Alors, c'est très régulier parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui génèrent beaucoup de business. Soyons clairs, entre 2010 et 2016, on est quand même passé de 27 à 37 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour une société comme Deloitte. C'est quand même... Donc je voulais quand même le souligner parce qu'on n'en parle jamais. Voilà. Alors il y a d'autres modèles, on ne va pas rentrer dedans, les modèles en fonction d'appels d'offres, ceux qui travaillent uniquement par appel d'offres, ceux qui font de la régie, c'est-à-dire du placement de différentes personnes. Chez des clients, bon, il y a toujours des nuances et différents modèles. Mais globalement, voilà, c'était pour essayer de reprendre ces quelques modèles qui sont décrits dans les études. Quentin, en fait, je pense que c'est un résumé de ce qu'on a dit sur les différents exemples, tout simplement pour dire que l'efficacité des modèles dépend principalement en fait de votre panier moyen et donc de la complexité de votre cycle de vente, et que le modèle que vous choisissez forcément dépend du panier moyen. Il dépend parce qu'on est sur de l'indirect, du sédentaire, du terrain. Ça dépend de vos paniers moyens, de la complexité du cycle de vente. Et combien ça vous coûte. En fait, on revient à l'argent. Les modèles, effectivement, on a bien compris qu'acquérir des clients sur Internet ou acquérir des clients en allant les voir en rendez-vous, évidemment, ce n'est pas le même prix. Donc c'est le coût d'acquisition client qui compte. Et si on commence à regarder cette étude de quel est le coût d'acquisition client, on se rend compte entre le sans contact, donc je n'ai pas de commerciaux, il n'y a personne qui parle à mon client pour le signer, okay, et on est sur un coût d'acquisition moyen, encore une fois, autour de 100 €. Voilà, combien nous coûte l'acquisition de notre client, c'est-à-dire entre le marketing, les ventes, etc. Quand on est sur un modèle inside, alors inside c'est les commerciaux sédentaires qui ne se déplacent pas, qui ne prennent pas le taxi, qui ne payent pas de restaurant, etc. Et puis qui sont généralement, en fait, plus que les taux de déplacement, la réalité c'est que les sédentaires sont quand même souvent c'est des équipes beaucoup mieux processées. Beaucoup plus réglé la façon de travailler, on est plus sur du transactionnel, on fait plus de volume. On est sur un coût d'acquisition moyen autour de 8 000 €, c'est ce que nous dit cette étude, et en moyenne sur les commerciaux terrain, encore une fois on est sur ces 500 entreprises, donc il y en a qui vendent des solutions probablement à 2 millions d'euros, mais on est sur un coût d'acquisition client qui est d'environ 90 000 €. Donc c'est bien sûr à rapporter à chaque fois de combien je vends, quelle est ma marge, et est-ce que c'est rentable. Ça fait quand même à chaque fois, si on avait pris une échelle un peu plus... en tout cas, ça fait un rapport de 1 à 10 presque entre les trois modèles. Et c'est la raison pour laquelle il y a plus de la moitié des entreprises qui disent qu'elles sont en train de changer de modèle de commerciaux de terrain vers des commerciaux sédentaires. Et aujourd'hui déjà, si on regarde aux États-Unis, c'est déjà 47% des commerciaux qui sont des commerciaux sédentaires, pour 53% qui sont des commerciaux de terrain qui se déplacent. Donc il y a vraiment eu un changement radical ces 10 dernières années. Et en Europe, ça va très très vite, tout le monde monte des équipes de commerciaux sédentaires. C'est pas toujours adapté, encore une fois, c'est ce qu'on a vu dans le graphique que tu nous as montré tout à l'heure, Quentin, c'est que si je vends une solution à 50 000, 100 000 ou 150 000 €... Ou 200 €. Oui, c'est juste pas adapté, mais il faut probablement garder des commerces terrain. Voilà. En conclusion, alors j'adore cette phrase de Aaron Ross, parce qu'elle de son dernier bouquin. C'est une traduction un peu libre, mais... Et il dit, le plus important c'est la mécanique, le process. La mécanique est plus importante que la croissance. Quand on a la mécanique, on sait comment faire de la croissance. Donc c'est la première brique. Voilà. On va peut-être justement aborder la prévisibilité, justement. Alors quels sont dans ces modèles, lesquels seraient les plus prévisibles ou pas? Donc là, si vous voyez, c'est
le panier moyen en ordonnée et le côté prévisible des ventes et du chiffre d'affaires, donc de la croissance en abscisse. Sans surprise, le Rainmakers est l'organisation la moins prévisible parce qu'elle fonctionne par du réseau, parce qu'elle fonctionne parfois sur des coups de chance et qu'on ne peut pas fonder sa croissance sur des coups de chance. Le plus prévisible, c'est généralement le format Internet, parce qu'on sait effectivement que si on a des investissements en SEO, on aura beaucoup de prospects sur son site, et donc plus de prospects veut dire plus de ventes, etc. Le commercial sédentaire avec équipe de prospection dédiée est également extrêmement prévisible. C'est simplement parce que ce sont des machines qui sont assez bien huilées, avec des process, des outils et donc des résultats qui sont bien implémentés et qu'on peut donc plus facilement prévoir sa croissance. Et entre les deux, on a les commerciaux terrain, sédentaires et le channel indirect. On va avancer parce que je crois que... Je suis content que tu aies fait l'apologie des sédentaires, puisque c'est effectivement ce qu'on a mis en place chez nous. Voilà. Alors pourquoi on a mis ça en place chez nous? Alors nous, on vend... Qu'est-ce qu'on vend? On vend un logiciel de prospection. Voilà. Donc tant mieux, heureusement qu'on est bien structuré pour le faire. Donc, une solution qui permet de sourcer les leads, les prioriser et ensuite avoir un ensemble d'automatisation pour que les commerciaux passent moins de temps pour obtenir des rendez-vous. Bref, on a un panier moyen qui est autour de 15 000 €. Alors, c'est une moyenne, hein, évidemment. On cible principalement, alors nos interlocuteurs, c'est plutôt des PDG, DIRCO et directeurs marketing sur des PME et des ETI. Voilà, des gens qui sont déjà dans une démarche un peu mûre. Et donc on a mis en place deux équipes, une équipe de sédentaires et une équipe, donc alors c'est des sédentaires, il y a une équipe qui fait la prise de contact et surtout qui fait du consulting pour qualifier un projet, etc. Et s'il y a un besoin, effectivement, on va pouvoir le passer à une équipe qui va davantage montrer le produit, etc. Je passe sur ce graphe. Pourquoi ça... Enfin, ce qui est intéressant, ça c'est le graphique que je partageais vendredi dernier aux équipes. C'est la régularité, c'est ça qu'on voit surtout. Ça, c'est le volume de projets qu'on va détecter au niveau de l'équipe de consulting, de prospection. Vous voyez là, cette régularité entre 5 et vous êtes 5, 10, toujours autour de 10 projets par semaine qui vont être détectés et donnés aux commerciaux. Il y a un petit trou juste au-dessus de ma tête parce que c'est le mois d'août, c'est normal. Et on voit que pour finir, entre janvier et aujourd'hui, on a doublé le volume. Très récemment, on voit bien l'augmentation depuis septembre, mais toujours avec de la régularité. C'est vraiment ce qui nous intéresse le plus avant tout. Et le dernier graphe que je voulais partager avec vous, ben voilà, en fait, c'est toujours cette même équipe. Hein. Le marketing génère des leads ou l'équipe va chercher directement des leads. On est à peu près sur 50-50 en inbound et outbound, bref. Et on est sur le réaliser. Moi, c'est vraiment le truc qui est important. On met des quotas, on se met des objectifs. On a bien construit notre Excel. Ça, c'est facile de construire un Excel. La difficulté, c'est derrière d'avoir une équipe qui délivre de manière régulière et qui va pouvoir atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est un indicateur qui est important pour moi. Pourquoi c'est important? C'est parce que derrière, je peux facilement, puisque je suis capable de prévoir à 1 mois, 2 mois, 3 mois, le nombre de projets, je sais le nombre de rendez-vous et le nombre de projets qui vont être qualifiés, et que mon taux de closing derrière ne va pas changer, donc je suis capable de prévoir mes ventes. Donc je peux... alors rien n'est parfait, encore une fois, mais je peux, à plus ou moins 10-15%, je peux prévoir quelles vont être mes ventes en mars 2018, selon les investissements que je fais aujourd'hui et selon les équipes que j'ai aujourd'hui. Sans surprise. Il y a toujours évidemment des petites surprises, mais après, plus l'équipe est grosse et plus les surprises sont totalement lissées, quoi. C'est des surprises à titre personnel, quelqu'un peut avoir un accident ou n'importe quoi, voilà, mais... et puis il y a une limite à ça, c'est qu'on pourrait dire super, puisque j'ai la prévisibilité, je peux aller mettre 5 millions d'euros de plus dans ma machine. Oui, enfin il y a quand même le temps de recruter les gens, de les former, etc. Et de les outiller, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup des outils, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure sur l'étude de McKinsey, mais si on veut de la régularité, il y a un moment où il faut surtout, c'est ok, le modèle permet d'être régulier, mais derrière c'est quand même, il y a un process qui est clair et c'est outillé. Voilà. L'étude disait, je crois que c'est celle de McKinsey, qui disait que sur les entreprises de plus forte croissance, on est aux alentours de 4 000 € par commercial par an en termes d'outils. Le CRM, son LinkedIn, des outils de sourcing de liste, de prise de contact avec les prospects, etc. Et quand j'ai regardé le calcul, on est à peu près effectivement sur cette gamme-là.
Et c'est ce qui fait aussi, ça c'est un élément aussi de la régularité. Voilà. Bien. Nous allons pouvoir passer aux différentes questions. Alors, j'ai une première question.